Il est arrivé avec un sourire et une caméra. Il disait vouloir raconter l'histoire de l'Afrique. Mais personne ne savait qu'il ne tournait pas un documentaire. Il cartographiait des secrets. Il ne cherchait pas la vérité. Il traquait des cibles. Tout a commencé discrètement. Un homme à la peau claire, aux chaussures impeccables et à l'accent français, a atterri à l'aéroport international de Ouagadougou avec un visa de touriste et un badge de presse épinglé à sa chemise. Il a déclaré aux douaniers qu'il était journaliste indépendant, venu pour comprendre les défis sécuritaires du Burkina Faso et partager les voies locales avec le monde. Il souriait, parlait un français fluide et affirmait admirer le courage du président Ibrahim Traoré. Il est rare de voir de jeunes dirigeants africains tenir tête à l'Occident, a-t-il dit. Les gens l'ont cru. Pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Il était poli. Il offrait de l'eau aux chauffeurs de taxi. Il distribuait des stylos aux écoliers. Il achetait du thé dans les marchés de village et prenait des photos de couchers de soleil et de chèvres. Mais derrière l'objectif de sa caméra, il filmait autre chose. Au cours des semaines suivantes, le journaliste a visité des lieux que la plupart des reporters évitaient. Il séjournait près des camps militaires, se promenait près des voies ferrées et posait des questions aux gardes locaux sur les itinéraires de transport et les expéditions minières. Quand un soldat a plaisanté, « Vous posez plus de questions que notre propre commandant », l'homme a ri et répondu. C'est ainsi que les journalistes apprennent. La nuit, il logeait dans une maison d'hôte à la périphérie de la ville. Personne ne l'a jamais vu boire ou faire la fête. Mais on a remarqué quelque chose d'étrange. Il passait des appels internationaux chaque soir, n'utilisant jamais de carte SIM locale. Il ne publiait pas ses articles en ligne. Il ne mentionnait personne. Il prétendait que tout serait publié dans un rapport spécial européen. Pourtant, il n'y avait ni article, ni signature, ni rapport publié en France. Au début, les locaux pensaient qu'il était juste excentrique. Mais une nuit, lorsqu'il a été vu près d'une tour radio réservée, les choses ont changé. Les services de renseignement burkinabés ont commencé à l'observer discrètement. Ils ont suivi ses déplacements. Ils ont cloné sa carte, SIM sans toucher son téléphone. Ils ont enregistré ses emails, ses textos et ses messages vocaux. Ce qu'ils ont découvert n'était pas du journalisme, c'était de l'espionnage. Et lorsque le président Traoré a vu les preuves lui-même, il n'a pas ordonné de descente. Il a fait quelque chose de plus astucieux. Il a invité l'espion à poser ses questions directement face à la caméra, devant la nation. Les caméras de télévision tournaient discrètement tandis que les chaises étaient installées. Une petite conférence de presse avait été annoncée à Ouagadougou, organisée par le bureau de la présidence. Mais contrairement à l'habitude, il n'y avait ni dossier de presse, ni questions préétablies, ni reporters de CNN, BBC ou RFI, juste quelques journalistes locaux triés sur le volet, et un nom ajouté à la liste des invités à la dernière minute. Monsieur Julien Morel, journaliste indépendant France. Il est arrivé seul, vêtu d'un pantalon beige, d'une chemise blanche et du même badge de presse qu'il avait montré à l'aéroport des semaines plus tôt. Pas de trépied, pas de caméraman, juste son sac à bandoulière, son carnet et un léger sourire en coin. Il n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. En entrant dans l'enceinte, il a salué les gardes comme s'il était chez lui. « Je suis ici pour le point presse du président », a-t-il déclaré avec assurance. Un soldat a hoché la tête et lui a indiqué le chemin. Mais derrière l'uniforme, les yeux du soldat l'observaient attentivement. À l'intérieur, la salle était calme, peut-être trop calme. Les caméras tournaient déjà. Un micro trônait au centre. Il n'y avait que 6 chaises pour les journalistes, disposées en demi-cercle. Julien s'est assis nonchalamment, a ouvert son carnet et a regardé autour de lui. Personne ne lui a souri. Personne ne l'a salué. L'ambiance était froide. Mais il a balayé cela du revers de la main. Il pensait que c'était normal. Peut-être était-il nerveux face à un journaliste européen. Puis la porte s'est ouverte et le président Ibrahim Traoré est entré, calme, droit, vêtu non pas d'un costume, mais de son treillis militaire. Il n'avait pas l'air fatigué. Il n'avait pas l'air pressé. Il avait l'air prêt. Julien s'est levé et a tendu la main. « Monsieur le Président, c'est un honneur. J'espérais. » Traoré lui a serré la main fermement et a répondu « Vous avez posé beaucoup de questions sur nous, Morel. Aujourd'hui, je vais y répondre, mais d'abord, j'en ai quelques-unes pour vous. » Julien a cligné des yeux.
Était-ce un piège? Il a souri nerveusement, feignant la décontraction. Bien sûr, c'est à cela que servent les interviews. Mais ce ne serait pas une interview ordinaire, car Ibrahim Traoré n'avait pas invité un journaliste. Il avait invité un espion. Et les minutes suivantes allaient révéler l'ampleur de la trahison. Les questions ont commencé. La lumière rouge des caméras clignotait doucement. 6 journalistes étaient assis en silence, carnets ouverts, mains immobiles. Au centre se tenait le président Ibrahim Traoré, calme, posé, sans aucun document. En face de lui, Julien Morel ajustait son col. Il était habitué à contrôler les interviews. Mais cette fois, quelque chose semblait différent. Traoré ne souriait pas. Il n'annonçait pas de politique, ni ne lisait de déclaration. Il l'observait. « Monsieur Morel, a commencé Traoré, vous êtes dans notre pays depuis 23 jours, n'est-ce pas? Oui, monsieur le président, a répondu Julien, stabilisant sa voix. J'ai recueilli des histoires, tourné, des images de locaux, essayé de comprendre. Comprendre quoi? Julien a hésité. Les défis auxquels votre peuple est confronté. La sécurité, les infrastructures, les relations internationales. Traoré a hoché la tête lentement, puis s'est tourné sur le côté. Un soldat s'est avancé, tenant un dossier scellé. Vous avez visité 9 zones adjacentes à des installations militaires, a poursuivi Traoré. Vous avez enregistré 3 sites stratégiques en vous faisant passer pour un intervieweur. De garde, Julien a cligné des yeux. La salle est devenue plus froide. Je suis journaliste, a-t-il dit. C'est ce que nous faisons. Nous allons là où sont les histoires. Traoré s'est approché. Et est-il aussi normal pour un journaliste d'envoyer des emails cryptés à 2 heures du matin à des serveurs enregistrés à Abidjan? Julien s'est figé. L'une des journalistes a tourné la tête, choquée. Le soldat a ouvert le dossier et a brandi une photo. Julien, la nuit, ordinateur ouvert, client de messagerie crypté à l'écran, puis une autre, Julien devant une tour radio militaire, téléphone à la main, et encore une autre, des captures d'écran de messages envoyés à un homme connu des services de renseignement burkinabé, un contractant militaire français, opérant sous couverture diplomatique en Afrique de l'Ouest. Le visage de Julien a blêmi. Je peux expliquer? Faites donc, a dit Traoré. Mais Julien n'avait pas de mots. Il n'était plus sous la pression des questions. Il était sous enquête. Traoré s'est tourné vers les caméras. Cet homme dit qu'il est venu comprendre notre peuple. Mais en vérité, il est venu enregistrer nos faiblesses, cartographier nos mouvements et envoyer nos secrets à l'étranger. Il n'est pas venu raconter notre histoire, mais écrire la sienne. Puis, Traoré a déclaré que le peuple décide si c'est du journalisme ou une trahison. Le silence dans cette salle était plus assourdissant qu'un coup de tonnerre. Julien Morel était venu exposer l'Afrique, mais c'était désormais l'Afrique qu'il exposait. La main de Julien Morel tremblait alors qu'il attrapait son sac. La salle était toujours silencieuse. Les caméras tournaient encore, mais l'atmosphère avait changé. Ce qui avait commencé comme une simple conférence de presse était devenu autre chose. Un procès public, une mise à nu discrète, et il en était la cible. « Monsieur Morel, a dit calmement le président Traoré, niez-vous ces photos, ces messages, ces enregistrements ?» Julien a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Il transpirait maintenant. Non pas à cause de la chaleur, mais parce que son plan, quel qu'il ait été, s'effondrait. Un second soldat est entré, portant un ordinateur portable noir. C'était celui de Julien, saisi la veille au soir, sans qu'il s'en rende compte. Traoré a hoché la tête. L'écran a été allumé. « Laissez-nous vous montrer quelque chose », a-t-il dit à la salle. Le projecteur a illuminé le mur. Là, une carte en temps réel du Burkina Faso avec des repères sur les routes pétrolières, les sites miniers et 2 dépôts militaires non marqués, trouvés dans un dossier intitulé « À examiner », Côte d'Ivoire client. Traoré a continué. Des murmures de stupéfaction ont résonné dans la salle. Julien a secoué la tête lentement. « Je n'ai pas voulu. C'était juste des notes. Je n'ai pas envoyé. » « Alors expliquez ceci, » a interrompu Traoré. Il a brandi une feuille avec un email imprimé. Mouvement des cibles prévisibles.
Sécurité du palais faible près de la porte ouest peut être surveillée pour un futur placement d'actifs. Le visage de Julien est devenu livide. Non, ce n'est pas, c'est faux. C'était envoyé depuis votre messagerie cryptée à 2h17 du matin depuis une maison d'hôte dans la zone 3. Nous ne falsifions pas les preuves, monsieur Morel. Nous les collectons. Les journalistes locaux regardaient, incrédules. Certains murmuraient des prières. D'autres fixaient simplement l'homme blanc dans la salle, celui qui autrefois marchait avec assurance, maintenant tremblant, ses mensonges se défaisant fil par fil. Il était venu ici avec un plan, mais il avait sous-estimé le pays, il avait sous-estimé ses services de renseignement, et surtout, il avait sous-estimé l'homme en face de lui. Le président Traoré est retourné lentement au micro. Il n'était pas en colère, il n'a pas crié. Il a simplement regardé la caméra et dit « Voilà ce qu'il nous envoie, pas de l'aide, pas des excuses, mais des espions avec des caméras qui se font passer pour des journalistes. Ils pensent que nous allons sourire et rester silencieux, mais ce temps est révolu. » Puis il s'est tourné vers Julien une dernière fois. « Vous êtes venu pour des histoires. Maintenant, vous êtes l'histoire. » Et sur cet ordre, Traoré a donné un signe. « Escortez-le dehors. » 2 gardes se sont avancés. Julien Morel n'a pas résisté. Il a simplement baissé la tête et est sorti par où il était entré. Mais cette fois, il ne tenait pas la caméra. Il était dans le cadre. Au coucher du soleil, la salle de presse était vide. Les caméras étaient rangées, les chaises pliées. Mais ce moment, cette confrontation entre le président Ibrahim Traoré et Julien Morel, avait déjà quitté la salle. Il était partout. Le premier extrait vidéo est apparu sur les réseaux sociaux 1 heure seulement après l'événement. Il montrait Traoré demandant calmement « Appelez-vous cela du journalisme ou une trahison ?» Puis vinrent les images. L'écran de l'ordinateur, les cartes militaires, les emails interceptés, et enfin l'homme blanc français quittant la salle en silence, encadré par 2 gardes. Internet a explosé. Au Burkina Faso, les gens se rassemblèrent dans les cafés et les foyers pour rejouer la vidéo encore et encore. Un homme a crié. Il a attrapé un espion en direct à la télévision. Une grand-mère dans un village près de Kaya a murmuré « Nous avons attendu longtemps pour voir un président se tenir aussi droit. » À travers l'Afrique de l'Ouest, la vidéo s'est propagée comme un feu. TikTok, WhatsApp, Facebook, partout les gens regardaient Traoré renverser la situation. Ils sont venus nous étudier, mais c'est eux qui ont été étudiés. Voilà comment on les traite, avec des faits, pas de la peur. À Sagal, des étudiants ont peint une fresque de Traoré avec les mots « L'Afrique a des yeux maintenant ». Au Ghana, un tweet viral disait « Il n'a pas haussé la voix, mais il a élevé le standard ». En France, cependant, la réaction était différente. Le ministère des Affaires étrangères a publié une déclaration froide. « Nous examinons la situation et attendons un traitement équitable pour tous les citoyens. » Mais ils n'ont rien dit sur les preuves. Ils n'ont rien dit sur les cartes, les emails ou le lien avec Abidjan, parce qu'ils ne pouvaient pas. Pendant ce temps, au Burkina Faso, Julien Morel était officiellement arrêté. Non pas pour être journaliste, mais pour surveillance non autorisée et atteintes à la sécurité nationale. Il a été transféré dans une installation sécurisée à l'extérieur de la capitale. Mais il ne s'agissait plus seulement de lui. Il s'agissait de chaque micro utilisé pour recueillir des secrets, de chaque poignée de main accompagnée de conditions cachées, de chaque photo prise avec des visages souriants et des doubles sens. Le président Traoré n'a pas fait d'autre discours. Il n'en avait pas besoin. Le monde avait déjà entendu ce qu'il avait dit dans cette salle. Vous êtes venus pour des histoires. Maintenant, vous êtes l'histoire. Et tandis que la vidéo continuait de devenir virale, une chose devenait claire à travers l'Afrique. Il ne s'agissait pas seulement d'attraper un espion. Il s'agissait de tenir tête à tous ceux qui viendraient après. La vidéo a atteint Internet avant même que la salle de presse ne soit vide. Elle a commencé avec un extrait de 40 secondes. Le président Ibrahim Traoré, debout calmement devant les caméras, disant « Vous êtes venus pour des histoires, maintenant vous êtes l'histoire ». Et puis les gardes emmenant Julien Morel, le soi-disant journaliste français, hors de la salle en silence. Pas de cris, pas de drame, juste la vérité. C'est tout ce qu'il a fallu. Le soir,
La vidéo avait déjà atteint des millions de personnes. Sur TikTok, des gens au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud et au Mali l'ont repartagé avec des légendes comme « Voilà comment on protège son pays ». Il l'a exposé sans le toucher. L'Afrique est réveillée. Au Burkina Faso, les boutiques ont arrêté de jouer de la musique. Elles diffusaient la conférence de presse à la place. Les jeunes se rassemblaient dans des coins athées, rejouant la vidéo sur leur téléphone. Les vieux hochaient la tête en silence, devant leur radio. Une femme au marché a dit « Avant, ils venaient avec des fusils. Maintenant, ils viennent avec des caméras. » À la télévision, c'était encore plus grand. Les chaînes nationales diffusaient l'extrait en boucle. Mais pas seulement la sortie. Elles montraient tout, les photos de Julien près des zones militaires, l'ordinateur avec des cartes de zones sensibles, l'email à un contact à Abidjan intitulé « Point d'entrée du palais, faible visibilité ». Personne ne pouvait le nier, pas même le gouvernement français. Mais ils ont essayé. À Paris, ils ont publié une brève déclaration. « Nous suivons la situation et veillerons à ce que notre citoyen soit traité équitablement. » Mais ils n'ont pas mentionné les preuves. Ils ne les ont pas niées. Ils n'ont même pas essayé de les expliquer, parce qu'ils ne pouvaient pas. Pendant ce temps, en Afrique de l'Ouest, le sentiment était différent. Il ne s'agissait pas seulement d'attraper un espion. Il s'agissait de voir enfin le piège et de le briser. À travers les frontières, les gens partageaient le même message. Assez. Julien Morel, l'homme qui était arrivé avec un sourire et une caméra, était maintenant détenu dans une maison sécurisée militaire. Plus d'interviews, plus de passes de presse, plus de public. Il a demandé à parler à un avocat de l'ambassade française. Mais Traoré a répondu publiquement « Nous avons un plus grand dossier à traiter et il appartient à l'Afrique. » Et juste comme ça, l'homme qui était venu exposer les autres était maintenant celui qui était exposé devant le monde entier. La conférence de presse était terminée. Julien Morel était parti, non pas hors du pays, mais dans un site de détention militaire, en attente de procès. Le monde avait regardé cela se produire. La vidéo avait atteint tous les coins du continent. Mais le président Ibrahim Traoré restait silencieux. Pendant 3 jours, il n'a pas dit un mot à la presse. Il n'en avait pas besoin, car les preuves parlèrent d'elles-mêmes. Mais le 4e jour, il est sorti du palais, non pas pour se tenir derrière un pupitre, non pas pour parler à des reporters étrangers, mais pour s'adresser à son peuple. Le cadre était simple, une cour d'école. Des enfants étaient assis par terre. Des agriculteurs se tenaient à l'arrière, des commerçants, des chauffeurs, des étudiants, et même des soldats. Ils étaient tous là. Personne ne tenait de script. Personne ne lui a passé de notes. Il s'est tenu sous le soleil et a dit « Il nous observe depuis des années, pas pour nous aider, mais pour contrôler ce que nous disons, ce que nous construisons, ce que nous rêvons. » Ils ont envoyé un homme avec une caméra, mais ce n'était pas une caméra. C'était une arme pointée sur notre avenir. Il a regardé la foule et a continué. Cet homme disait qu'il était journaliste, mais sa carte mémoire contenait plus de cartes que d'interviews, plus de localisation de base que de citations, plus de cibles que de vérités. Il n'est pas venu raconter notre histoire, il est venu la voler. Le peuple est resté silencieux. Certains hochèrent la tête, d'autres pleuraient. Et puis il a dit quelque chose qui résonnait à travers l'Afrique, à celui qui essaiera la prochaine fois, le prochain homme qui viendra en souriant, avec des mots doux et des fils cachés dans son sac. Ne confondez pas notre silence avec de la cécité. Nous vous voyons maintenant. Cette phrase est devenue un mouvement. Sur les murs de Ouagadougou, on a peint « Nous vous voyons maintenant ». Dans des vidéos TikTok au Ghana et au Nigeria, « Nous vous voyons maintenant ». Et dans les salles universitaires de Dar à Dar es Salaam, « Nous vous voyons maintenant ». Aucune autre arrestation n'a été effectuée au-delà de Julien Morel. Aucune ambassade n'a été prise d'assaut. Il n'y avait pas de chaos. Seulement un message discret délivré avec un feu calme. Vous nous avez appris à tenir une caméra. Maintenant, nous savons comment la pointer en retour. C'est ainsi que cela s'est terminé. Pas de coups, de feu, pas de cris. Juste un homme pris à son propre jeu. Et un continent rappelé de sa puissance. Parce que cette fois, l'Afrique n'est pas restée silencieuse.